Il est important qu'à un moment donné, les Africains de la planète Terre fassent une introspection véritable sur la place du continent, sur la nouvelle carte du monde. Car la rencontre avec les Blancs, jadis des colons, n'a pas été sans heurte. Et l'avenir de l'Afrique ne pourra donc se bâtir sur la peur de se prendre en main, la peur de s'assumer, ou pire encore, la peur d'être soi-même. Parce que longtemps plongé dans un mutisme à la merci des colons, l'Afrique aujourd'hui fait face à une maladie que l'on peut appeler son cancer du côlon, un mal que nous allons décrypter tout au long de cette édition de littérature africaine avec bien sûr notre invité Martial de Bissoc qui nous fait l'honneur d'être parmi nous. Pourquoi lui? Tout simplement parce que en date de 2015, il a justement mis ou du moins publié dans le marché du livre africain un ouvrage qui s'intitule tout simplement L'Afrique et son cancer du côlon. Alors, en vous passant le bonsoir, fidèles téléspectateurs, permettez-moi également de souhaiter la bienvenue à celui qui nous fait l'honneur d'être avec nous, celui-là même qui va, pour vous, pour nous, décrypter cet ouvrage. Bonsoir, Martial de Bissoc. Linda Ndedi, bonsoir. C'est un plaisir pour moi de venir là. J'aimerais saluer, comme on disait dans le temps, les 1 milliard 900 millions 499 millième de téléspectateurs d'Afrique Média. Cette chaîne qui a touché les cœurs des Africains et même qui a touché les cœurs de tous ceux qui sont épris de justice dans le monde. Et c'est une fierté de revenir ici. J'y ai pas mis les pieds. Pour diverses raisons, mais je suis content de revenir à la maison pratiquement. C'est un grand moment pour moi et je suis fort reconnaissant de ton invitation et surtout de mon ami Justin Tagou qui est le PDG de cette chaîne. C'est énorme. Voilà. Alors, merci déjà pour votre présence une fois de plus. Et donc, comme il est de coutume dans le cadre de cette émission Littérature africaine, généralement, on se fait un plaisir de brosser ou du moins de faire une brève présentation de l'invité dans le cadre de l'émission. Et aujourd'hui, nous avons essayé de chercher, même si le nom Martial de Bissoc ce n'est plus une surprise pour beaucoup d'Africains, nous quand même, on a voulu à nouveau le présenter à nos fidèles téléspectateurs. Et c'est tout de suite. Alors, après cette brève présentation, parce que, bref, pourquoi? Parce que s'il fallait véritablement s'arrêter sur toute la vie, ou du moins sur toute la personnalité de Martial de Bissoc, on prendrait beaucoup d'heures. Et donc aujourd'hui, on a juste voulu le faire en quelques petites minutes. J'espère que cette présentation vous a au moins a été à votre aise. C'est parfait. En plus, je n'aime pas les destins figés. Les Grecs disaient déjà au 5e siècle, hein, avant de découvrir l'Égypte, ils disaient que viva et mutu, la vie c'est le mouvement. Alors si nous sommes figés, nous mourrons. Et l'Afrique, qui est le continent le plus dynamique, qui est à l'origine de la vie, ne peut pas être figée. Donc je suis quelqu'un qui évolue avec son temps. J'aimerais même finir peut-être demain, enfin j'ai déjà commencé, j'ai mes plantations dans mon village. À Ilok Batindi, donc je fais de la banane, je suis parfois avec mes rats palmistes, voilà. Donc la vie, il faut avancer, quoi. Donc je suis fier de cette esquisse de portrait. Ouais. D'accord. Dans la vie, il faut avancer. C'est pourquoi, dans le cadre de cette émission, nous allons avancer en entrant dans le vif du sujet pour véritablement parler de cet ouvrage, L'Afrique et son cancer du côlon. De quoi s'agit-il exactement? Mais n'ayez pas peur. D'habitude, tu sais, Linda, les émissions de littérature sont des émissions un peu tristes où on est figé, ou parce qu'on élève la pensée. Non, on va être détendu, hein, je vous promets, parce que c'est moi qui ai écrit. Oui. C'est moi le nègre de mon nègre. Donc, je voulais dire que l'Afrique a son cancer du côlon. Il faut déjà dire que quand vous avez un cancer, c'est pas drôle. C'est pas du tout drôle. Mais si on le détecte à temps, ça se soigne. Le cancer ne tue plus aujourd'hui. Le dépistage est important. Alors, ce qui tue l'Afrique, c'est le manque de dépistage, où on laisse parfois les syndromes arriver en phase terminale. Et en phase terminale, c'est terminé. On ne peut plus rien faire. Donc, c'est pour ça qu'on tire la sonnette d'alarme. Comme nous, on ne peut rien faire à part soigner les mots, M-A-U-X, avec les mots, par les mots. MOTS. Donc on essaye de coucher sur la plume ce qu'on pense et ce qu'on imagine.
C'est bien de dénoncer, mais il faut aussi proposer. Alors je disais que l'Afrique aujourd'hui souffre d'elle-même. Hein, bon, et puis, même dans le domaine scientifico-médical, vraiment, le côlon, ça fait très mal. Hein, vous avez jamais eu le syndrome du côlon irritable? Je ne vous le souhaite pas. Alors, donc, maintenant, mais c'est pas de ça que je parle, c'est une fausse piste, bien sûr. Les Blancs sont partis. Qu'est-ce qu'on fait de cette Afrique? Parce qu'on a toujours... Enfin, ils sont sortis par la petite porte, mais ils partiront jamais puisqu'ils reviennent. Il y a le syndrome... Ils sont là d'ailleurs. Il y a toujours la tête de Luc Michel qui revient quelque part, quoi. Donc, je voulais dire que c'est très important pour les Africains de se poser quand même des bonnes questions pour avoir de bonnes solutions. Parfois, chez nous, on pose de faux problèmes et on a de fausses solutions. Maintenant, si on pose le vrai diagnostic, essayons d'apporter les vraies solutions. Alors, ils sont partis, soit, mais nous, qu'est-ce qu'on a fait de nous-mêmes? C'est ce que le prince Dika a quoi appelé l'endocolonisation. Donc, une sorte de colonisation du noir par le noir. Mais je vous expliquais quand même que quand les colons étaient là, on ne va pas juger, mais au moins nous mettaient le doigt là où il faut pour soigner la prostate. Ils nous faisaient boire le Valium. Vous avez connu le Valium? Non, vous étiez peut-être plus jeune. Ça tuait les vers de terre. Mais en réalité, ils voulaient qu'on soit fort pour casser la pierre, pour faire passer le chemin. Les vers intestinaux ou les vers de terre? Des vers. D'accord. Intestinaux. Voilà. Alors, pour faire passer le chemin de fer, Oui. pour transporter la bauxite, l'or, le diamant et le fer. Ça rime bien. Mais c'était pour nous rendre plus imbéciles. Mais ils nous soignaient quand même. Depuis qu'ils sont partis, regardez l'état dans lequel l'Afrique se retourne. Manu Dibangoua d'ailleurs dit Nkala Tipe Africa et Nedebiso Nabiso et Africa, où es-tu? Donc nous sommes au rendez-vous de l'Afrique. D'ailleurs, j'aimerais poser cette question s'il m'était donné d'intervenir au sommet par un Africain à N'Djamena. Le mois prochain. Le mois prochain. Je ne manquerai pas. Je serai un des guest speakers. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on donne la parole à ceux qui ne sont pas du tout jeunes ou à ceux qui sont très conservateurs dans leur tête et dans leur pays, mais qui vont vouloir jouer les seigneurs de la libération de l'Afrique. C'est souvent ça le drame. Alors, maintenant que nous sommes entre nous, vous ne constatez pas que... Enfin, pour vous, ça va? C'est bon. L'Afrique? Enfin, pour tout moi, va bien? Tout va bien, je dirais. En fait, tout n'est pas blanc, mais en même temps, tout n'est pas noir. C'est pas comme un tableau peint en noir, l'Afrique. Il y a quand même des zones d'espoir où le gris se fait quand même ressentir. Oui, mais à force de dire... Vous connaissez l'histoire du monsieur qui tombe d'un immeuble de 11 étages et qui dit au fur et à mesure de sa chute, jusqu'ici, tout va bien. Et non, il est en train de chuter, mais jusqu'ici, tout va bien. Non, mais il faut arrêter à un moment. Le diagnostic est sévère. Il y a une Afrique qui se relève. Il y a le Rwanda qui avance. Il y a des bons points. La Guinée équatoriale. Même s'il faut encore aménager 2 ou 3 choses. Oui. Mais ailleurs, il y a les guerres. C'est le seul continent où il y a encore le toto entre frères. Au Cameroun, qu'est-ce qui est en train de se passer? On égorge des militaires. Et des gens meurent aussi, des Camerounais meurent. Ça veut dire qu'il y a... on n'a pas atteint un degré de maturité qui nous permet de tempérer, d'amener une ambiance douce. Il n'y a pas de guerre en Suisse. Hein. Ils prennent votre argent, ils vous encouragent d'ailleurs à le voler, vous le mettez, après ils disent vous ne pouvez plus retirer parce que vous l'avez volé. Chez les Kurdes, ça chauffe aussi. Oui, mais chez les Kurdes, c'est pas pareil. Ouais, mais ça veut dire que c'est une civilisation pas aboutie. D'accord. Je pèse mes mots. Aujourd'hui, vous savez, la planète sur laquelle on repose là, elle est reposée sur les plaques. Les plaques, vous avez vu la tectonique des plaques. Oui. Ça veut dire que les plaques bougent entre elles, se font bisous, mais ne se boxent pas. La seule fois, ou l'une des rares fois où les plaques ont essayé de se soulever de 25 cm, vous avez eu le tsunami, avec plus de 400 000 morts. On dit un petit écart de 25 cm. Imaginez si les terres se cognaient vraiment et si... Non, on disparaîtrait. Donc les gens intelligents ne bagarrent pas. Regardez, c'est pour ça qu'à l'école primaire, il est supposé avoir plus de bagarres qu'au collège. Et à l'université, ça disparaît. On fait des enjeux, on fait des positions géostratégiques. Il y a des intérêts. Mais pourquoi l'Afrique aujourd'hui sort encore les armes, les couteaux pour se poignarder elle-même, pour se tuer? Je suppose que, par exemple... Peut-être parce que les Africains, enfin,
certains Africains ont hérité de cette doctrine des colons. Peut-être en voulant faire comme les colons, sont en train de mal faire. Ben, c'est trop facile. Je ne suis pas là pour accuser. C'est irresponsable d'ailleurs de dire que c'est l'autre. D'accord. Hein? C'est irresponsable de tout dire. Ben, vous savez, il y a des entreprises ici qui ne payent pas leurs employés. Enfin, je pense qu'ici, ce n'est pas le cas. Il y a des entreprises Aucunement. où les gens sont esclavagistes. Ils ne respectent pas ils se respectent pas mutuellement, eux-mêmes ne se respectent pas et ils traitent les autres Africains, Camerounais, comme eux, comme les esclaves. Ça existe. On est plus mal dans les entreprises camerounaises ou africaines que dans des entreprises, excusez-moi, que vous allez appeler multinationales parfois. Même si la multinationale est cannibale, elle est prédatrice. Mais là-bas, au moins, on vous flatte les congés payés, 13e mois, assurance maladie. Mais qu'est-ce qui nous empêche, nous-mêmes, d'instaurer des petites manières pour faire vivre bien l'autre? Pourquoi nous nous détestons? Pourquoi l'autre est ennemi? Je suppose même que, je l'ai dit, c'est ce que j'ai appelé la République du mauvais cœur. Un pays comme le Cameroun, je pense que les dirigeants font comme s'ils ont une haine viscérale contre le peuple. C'est-à-dire, moi, j'écoute souvent dans les quartiers, vous voyez un ministre qui a tellement volé, qui a un immeuble, qui a un 4x4, qui a des trucs fumés, qui se balade avec un ou deux gendarmes, et les gens disent au quartier, il est fort. Ah, le type là est fort. Non. En fait, quand vous êtes voleur, quand vous torpillez, quand vous êtes méchant, on dit que vous êtes fort. Alors que vous deviez raser les murs. Et finalement, c'est les honnêtes gens qui ont peur, qui sont frustrés. Vous savez comment est mort Est-ce pourquoi vous parlez justement de la peur de se prendre en main? Oui, mais ça, c'est un message que je lançais plus à la jeunesse. Alors, Ouais. sur la notion de la peur, dites-vous bien que 90% de tout ce dont vous avez peur ne vous arrivera jamais. Sinon, vous ne serez pas en vie. Tous les gens qui sont là ont peur de quelque chose, mais ils sont toujours en vie. Donc, dites-vous que tout ce que vous voulez obtenir dans la vie se trouve de l'autre côté du mur de la peur. Et ce n'est pas à l'autre de détecter. Vous savez, l'erreur qu'on fait même dans nos universités, vous recevez des universitaires ici, des professeurs, c'est qu'on s'est laissé enfermer dans un système CAMES. Il faut que c'est le blanc qui décide que toi, tu peux enseigner. Toi, tu es intelligent. Pourquoi tu constates que tu es intelligent? Pardi, nos grands-parents n'avaient pas besoin du cachet de l'Occident pour être des sages, pour être des guides, pour être des objecteurs de conscience. Aujourd'hui, on vous a fait changer toute la civilisation, toute la culture africaine, tout. On a instauré un régime de fonctionnariat. On a instauré dans la République la valeur de l'argent. Et le diable, c'est l'argent. Partout où vous mettez... Je n'ai pas dit que l'Afrique n'avait pas une économie, ou ne doit pas avoir une économie, mais je veux dire qu'il y a des valeurs qui sont venues s'imposer dans la société, et ça a tué l'homme. Là-bas, ailleurs, ils vivent aujourd'hui sans âme. Vous savez qu'il n'y a pas la vie chez les Blancs. Tout le monde marche comme un ordinateur. Le soir, vous rentrez, vous tirez votre coffre comme votre armoire, vous rentrez, on vous ferme. Oui, vous ne respirez pas. Alors, l'Afrique, c'est le seul continent où on a encore la chance de pouvoir se parler, mais de moins en moins. Dans les immeubles, aujourd'hui, à Bonanjo, à Denver, les gens ne se saluent pas. Quand un voisin achète la voiture, il vous dit plus bonjour parce qu'il ne veut pas vous porter. Vous êtes 10 à aller à Bonanjo, vous avez 10 voitures, mais vous allez tous à Bonanjo, prenez 5, vous économisez. Mais est-ce que ça existe encore chez nous? Non, ça s'appelle le covoiturage. Donc les gens sont en train de gâter la société africaine par l'égoïsme, par la méchanceté. Je vous dis, hein, si vous me dites, demandez à un noir d'être gentil, je vais douter. D'être bon, je vais vraiment dire non. Mais ne demandez pas à un noir d'être méchant. Tout le monde sait être méchant. Même le vigile que vous accueille. Les gens les plus méchants sont les Africains. Oui, oui, oui. Être méchant, c'est gratuit. Ce sont vos propos, non, attendez. Attendez. Vous savez, pour développer un pays, pour savoir si un pays est développé, ça c'est une théorie que j'ai faite, il faut voir si le taux de négativité est très élevé. Alors plus le taux de négativité est très élevé, moins le pays est développé. Et c'est cet indice-là qu'il faut arriver à stabiliser. C'est-à-dire, le taux de négativité ne doit pas être très élevé, il doit être très, très, très bas. Et là, vous serez très, très développé. Je pense qu'on me suit quand je fais ce développement. Et c'est une chance que vous me donnez aujourd'hui de m'exprimer parce que chez nous, quand on dit littérature, c'est souvent des vieux. C'est souvent des gens du passé.
Et la littérature africaine est restée bloquée, ou la littérature tout court de chez nous, est restée bloquée sur la colonisation. Les Blancs ont fait que les Blancs étaient là. Non, maintenant, la nouvelle littérature, heureusement que vous me donnez la parole, mais on ne donne pas souvent la parole aux jeunes auteurs Afrique Média, c'est tout le contraire. Hein. Parce que Afrique Média, c'est une Afrique qui devra dorénavant se construire avec la jeunesse africaine. Je l'espère bien. Je l'espère bien. Donc, je suis là. Ça montre qu'il y a un nouveau visage de l'écriture. Oui. Je ne peux pas écrire comme Mongo Betty, même si je n'ai pas un tiers de son talent. Mais les problèmes de Mongo Betty, c'est vrai que quand vous lisez encore même bas sur le Cameroun, sont actuels. Il y a encore même bas sur le Cameroun. Mais moi, j'apporte le regard actuel et plus féroce aujourd'hui. Oui. L'Afrique et son cancer du côlon, c'était pour dire, oui, les Blancs étaient là. Ils ont fait ceci. Ils nous ont entubés. Mais maintenant, nous-mêmes en responsables, que faisons-nous? Alors, il y a encore le racisme. Oui, le racisme, pour moi, c'est quoi? Ce n'est même pas qu'un Blanc me regarde mal chez lui, c'est son droit. Le racisme, c'est quand vous êtes chez vous au Cameroun, par exemple. Et que vous faites torpiller. Et qu'on donne un rôle. On donne votre travail à un Blanc que vous pouvez enseigner et qui a votre salaire x 10 et qui est logé à l'hôtel et vous, on vous envoie à l'auberge. C'est ça le racisme. Et ce racisme du noir par le noir est encore extrêmement méchant. Et c'est pour ça que j'appelle les Africains à arrêter ça. Alors, pour faire plus simple, c'est qui ou alors qui doit prendre la place du cancer ici et qui doit prendre la place du côlon? Non, je souhaite une Afrique où il n'y a pas de maladie. C'est vrai qu'un corps qui n'est pas malade, c'est aussi un corps qui meurt. Parce que nous tous, on est des malades qui nous ignorons. Mais au moins, il faut savoir de quoi on souffre. Et au moins, il faut savoir aussi qu'on n'est pas parfait. Et ça veut dire qu'on peut s'améliorer. Alors, ce qui bloque aujourd'hui, c'est que les gouvernants ont échoué et le peuple n'arrive pas à faire sa révolution. Regardez Pourquoi? partout. Mais parce que, déjà, on ne fait pas la démocratie pour les chiens, c'est pour le peuple. D'accord. Les gens qui veulent changer, vous allez voir qu'ils sont réfractaires au changement. Au Cameroun, il y a beaucoup de jeunes qui pensent que Biya est encore meilleur. Ne me demandez pas mon avis. S'ils disent qu'il est meilleur, moi aussi je vais dire qu'il est meilleur. Mais regardez comment les gens, dès que vous soumettez une petite idée, même sur Facebook, dites seulement bonjour. Bonjour, c'est pas la guerre. Ou bien dites bonjour, je vous aime. Alors vous aurez des injures à n'en pas finir. Alors les gens croient que être heureux, c'est s'insulter. Et il y avait dans la culture africaine des femmes qui disaient « Mon mari ne m'aime plus parce qu'il ne me tape plus ». On est sadomasochiste en Afrique. On aime la violence, on aime la force, on aime la haine. Non, ça ne peut pas développer un pays. Il faut, dans une société, des gens qui inoculent un petit venin indolore de la paix, du calme, de la responsabilité, du développement, la bonne gouvernance. Les gens, comment quelqu'un peut voler énormément de milliards pour aller acheter des châteaux en Espagne, alors qu'il peut construire une hutte à Bangou, ou à Bangoulap, ou en Bouddha. Ouais. Mais comment vous êtes là? Qu'est-ce qui peut pousser un jeune Africain aujourd'hui à partir de son pays? Il est jeune, il est beau, il a les pectoraux, il est intelligent, il était à l'école, il a le terrain. Mais il veut quand même aller en Libye pour être vendu. Et même s'il n'est pas vendu, il arrive en Espagne pour planter la tomate. Et comme des esclaves. Parce que quand vous arrivez là-bas en Espagne, et puis on vous met dans les camions, on vous fait travailler à 6h, à 20h, 6h, 20h. C'est l'esclavage. Alors, pourquoi ils partent? Parce que sur place, le système de gouvernance est extrêmement méchant, extrêmement dur. Ces jeunes n'ont personne à qui parler. Je peux vous rassurer qu'on ne peut pas immigrer pour rien. On ne peut pas choisir de quitter son continent pour rien. Et ces enfants qui partent là, c'est la force de production du continent. Ces enfants qui meurent là, c'est la force. Et ça n'indigne personne. Moi, je n'ai pas besoin qu'un petit blanc fasse des cotisations de l'OMS, de tout ça là, de l'aide, pour qu'on soit conscient. Regardez, c'est ça qui est touchant. Les Européens ont raison de fermer leurs frontières. Et ils ont donné beaucoup d'argent, 200 millions de dollars
à la Libye pour ne pas faire passer les gens. Et quand ils sont bloqués dans l'enclos, ils deviennent du bétail. Et ce bétail-là, après on peut les vendre. Qu'est-ce qu'on fait du bétail? On tue ou on vend? Et après, les Européens viennent faire l'hypocrisie mondiale. Oh non, on ne peut pas vendre les gens, on ne peut pas... Non, mais c'est vous qui avez refusé qu'ils passent. Et la preuve, pourquoi quand on va prendre ces enfants, ils sont à 25 minutes de l'Italie et de l'Espagne, pourquoi on ne les amène pas? Pourquoi on les renvoie? Alors, c'est pour dire aux Africains d'assumer leurs responsabilités, mais d'assumer avec des dirigeants nouveaux, avec une bonne gouvernance. Il ne faudrait pas que certains mangent et que d'autres ne mangent pas. Mais parlons justement de cette nouvelle, des nouveaux dirigeants. On va pas passer dessus parce qu'il y a quand même certains présidents africains qui parviennent à dire le mot à 3 lettres, le non, le N-O-N, à certaines décisions européennes. Donc, on ne va pas les citer ici. Je prends peut-être le cas, si vous le permettez, de Nana Akufo, qui a dit non, en gros non, au fond au FMI. On a également, vous avez déjà écrit un livre sur ce dernier, en parlant justement du président de la Guinée équatoriale, qui lui aussi s'insurge justement contre certaines décisions, ou du moins contre certaines procédures européennes. Des exemples comme cela, certainement il n'y en a pas beaucoup, mais c'est déjà un début à quelque chose. Oui, mais il ne faut pas mélanger tout non plus, hein. C'est bien. Je suis sur un plateau panafricain dont je vais peser mes mots. Ce n'est pas sur un plateau africain aussi que je vais venir enlever ou donner les mauvais points à un dirigeant africain. Ça fait plaisir aux Blancs. Ce que je vais dire, c'est que Nana Akufo-Addo, c'est un démocrate. Il vient d'être élu et c'est pour ça qu'il porte la parole du peuple. Et il a tenu tête à Macron, j'allais dire au petit Macron, et parce qu'il lui a dit des choses simples. On n'a pas besoin de l'aide du FMI. Le FMI, c'est quoi? Imaginez, vous avez votre argent, vous voulez boire peut-être un jus de foléré. Je dis non, prenez plutôt le Njinja, parce que ça coûte moins cher. Non, c'est votre argent. Alors, ce que je veux dire, c'est que, vraiment, ce que je veux dire, c'est que, après, quand vous avez dit non, est-ce que vous pouvez résister? Vous avez vu que ces jours-ci, comme le Ghana a dit non, on dit que les produits ghanéens sont toxiques. Ils ont dit c'est pas grave. Maintenant, c'est aux Africains de consommer tout ce qui est produit ghanéen. L'Afrique, c'est un marché de 2 milliards potentiels d'habitants, d'économie, de chiffre d'affaires c'est énorme. On a besoin de personne en réalité. Alors, cette aide-là et tout, c'est pour nous freiner. Alors, vous avez parlé du président Obiang, qui m'a permis d'être à côté, de vivre un peu tout près de ce grand homme. Vous l'avez appelé le père de la Nouvelle-Afrique. Oui, c'est le père de la Nouvelle-Afrique parce que on a connu une Afrique qui quémandait, qui pleurait, et lui, il a construit une Afrique qui donne, qui prête, qui aide. Vous avez, il a créé une ville qui s'appelle Oyala. Oyala, c'est tout près du Cameroun. Le président m'avait dit personnellement qu'il veut faire... Après Ibibine ou avant Ibibine? Ça dépend d'où on vient. D'accord. Hein? Mais Ibibine, c'est plus vers le Cameroun. Juste après Mengomo. Et Oyala, c'est entre Bata et... D'accord. Voilà, c'est pas très loin du Cameroun. Et la route est bonne. Il a cassé la montagne. Il a harmonisé la forêt pour construire la ville de la jeunesse africaine. J'espère que les jeunes peuvent vraiment y aller, mais c'est beau. Et quand un président a repoussé la fatalité comme ça, vous savez que la grand-mère du président Obama venait se soigner à Malabo, pour vous dire que le plateau technique n'a rien à envier aux évacuations. D'ailleurs, je ne sais même pas. C'est pour ça qu'il faut que les Africains travaillent plus ensemble. Au lieu de payer des centaines de millions pour évacuer des gens à l'hôpital américain de Neuilly, où c'est le petit Camerounais qui paye, on peut aller ici à Malabo à 15 minutes, être couché comme si on est dans l'un des meilleurs hôpitaux du monde. Et le président Obiang a permis aux Équato-Guinéens de vivre le rêve. Là-bas, ils ont les logements sociaux comme les chambres du Hilton. Là-bas, ils dorment bien, le peuple mange bien, on ne coupe pas la lumière, on ne coupe pas l'eau. Et c'est ce qu'on demande d'abord de donner aux gens, un bout de rêve. Et quand vous avez côtoyé un homme comme ça, c'est pas parce qu'une chaîne de télé des petits blancs veulent saboter un président que nous aussi on va réciter ici. Non, 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 non. Moi je suis clairvoyant. J'ai écrit ce livre parce que j'ai vu
la pierre être transformée en or. Je n'ai pas dit que tout est parfait. Il y a encore des choses à améliorer, mais le président Obiang, c'est un grand président. Ça, je suis fier de lui. Et vous avez cité un autre président tout à l'heure. Nana Akufo. Non, j'ai parlé de Nana Akufo, j'ai parlé du président Théodoro. Oui. Non, Théodore Obiang Nguema, le fils c'est Théodoro. Et pourquoi ce serait mauvais, par exemple, que Théodoro demain prenne les affaires, puisqu'il travaille à côté de son père depuis longtemps, puisqu'il est vice-président, je veux dire démocratiquement, Oui. puisqu'il est aimé. Pourquoi aux États-Unis, il y a 300 millions d'habitants, mais on a connu deux familles, dont papa quitte, le fils vient. Bien. Clinton allait partir, la femme devait venir. Non, mais donc c'est un cycle. Donc ne donnez pas de leçons de morale et de gestion au monde entier. C'est ça que j'appelle se prendre en charge. Faisons ce qui nous semble bon pour nous, mais pas pour les autres. Vous savez, on est venu dire à Kagame après son élection, vous savez, vous avez gagné par un taux élevé, vraiment, nous, les Occidentaux, on pense que la démocratie... Il dit, mais monsieur, je ne dirige pas le Rwanda pour les Occidentaux. Je ne fais pas la démocratie pour vous. Est-ce qu'il n'y a pas les bonnes routes au Rwanda? Est-ce qu'il n'y a pas les meilleures universités au Rwanda? Est-ce que le Rwanda, Kigali, n'est pas la 5e ville plus belle du monde? Est-ce que le Rwanda n'est pas le 7e pays le plus beau du monde? Alors, vous, votre démocratie, c'est faire la guerre entre les pays. Voilà cette Afrique qui me parle. Quand on a compris ces enjeux-là, on se dit on n'a pas besoin du FMI. Ouais. On n'a pas besoin d'un petit blanc qui vient nous parler de l'Afrique. L'Afrique a ses enfants valeureux qui savent parler de l'Afrique. Ça, je refuse ça. Je refuse ce comportement, ce complexe. Et c'est ce complexe qui frustre les autres Camerounais, qui frustre les autres Africains, qui se disent, mais si même on a attaché nos lacets, quelqu'un vient nous dire comment attacher les lacets, ça veut dire qu'on ne peut pas avancer. D'accord. Alors qu'on a des ingénieurs qui savent fabriquer la chaussure. Mais parfois, on appelle un petit blanc pour attacher les lacets. On dit, on n'en a pas besoin. Si vous nous apportez l'énergie nucléaire, je dis oui, on la veut. D'accord. Et justement, lorsque dans le résumé de cet ouvrage, l'Afrique et son cancer du côlon, vous évoquez également, il y a une phrase où vous dites, les Africains ont peur d'être eux-mêmes. Mais c'est ce que j'étais en train d'assumer tout à l'heure. Moi, quand vous arrivez par exemple au Tchad, on parlait des leaders qui ont du charisme. Oui, on a Idriss Déby. Moi, je suis très fier d'être à côté d'un grand président comme Idriss Déby. Malgré tout ce qu'on peut faire pour déstabiliser un pays, ils maintiennent le cap. L'argent qui est venu du pétrole, évidemment, c'est normal de l'utiliser à bon escient. Quand vous arrivez aujourd'hui justement en N'Djamena, vous constatez qu'on n'a pas jeté cet argent. On a créé de la richesse. N'Djamena est beau ou pas? C'est beau. Et très prochainement, quand j'aurai la chance ou l'opportunité, parce qu'il faut aussi que nos leaders nous écoutent. Vous savez, le président Obiang Nguema m'a tenu la main comme ça pendant plus d'1 heure, comme on tient un enfant. Et il mangeait, on causait. Et ce rapport direct, il faut que les dirigeants africains le multiplie. Donc j'aimerais par exemple que le président Idriss Déby, comme on a lancé l'initiative de parler à la jeunesse, qu'il écoute les gens qui sont vraiment la jeunesse. Qu'il écoute les gens qui ont vraiment en eux l'onction et la charge de parler pour la jeunesse. Et pas des gens déguisés qui servent un système de prédation et de colonisation, de néocolonisation. Donc, j'étais en train de dire, pour chuter sur votre question, que l'Afrique a un challenge énorme. C'est le seul continent où la croissance est élevée. C'est le seul continent où la jeunesse, c'est 80% de la population. Alors, comment vous avez des gens qui respirent la force, l'énergie, l'intelligence, et vous, le peuple même les embrigade, libérez les enclos, chers dirigeants africains, libérez les prisons, libérez l'énergie de la jeunesse, et vous serez vraiment des grandes pour l'humanité, et vous allez développer le continent. D'accord. Pour que le continent soit développé, il faut qu'il y ait plus de libération
ou alors plus de liberté qui viendrait de la volonté manifeste des différents dirigeants africains, du moins pour ceux-là qui n'ont pas encore compris que ça doit aussi passer par la jeunesse africaine. Le temps pour nous de marquer un autre arrêt dans le cadre de cette édition de littérature africaine. Nous allons tout simplement aller découvrir ensemble les parutions de livres ou encore de romans de cette semaine. Avec vous, Marthe Estelle Oum. Merci à vous, Marthe Estelle Oum, pour cette livraison de la semaine, l'agenda, justement dans le cadre de littérature africaine. Et donc, si vous nous rejoignez à l'instant, fidèles téléspectateurs, l'émission, c'est tout simplement littérature africaine. Et vous pouvez justement nous envoyer vos différentes suggestions via notre adresse email littératuraafricaine@yahoo.com. Et ce soir, nous avons comme invité Martial Debisson, qui est tout simplement écrivain, politicien public. Et ce soir, nous décryptons ensemble l'un de ses ouvrages qu'il a tout simplement intitulé « L'Afrique et son cancer du côlon ». Nous en parlons et nous le décryptons si fièrement. Alors, monsieur Martial, je ne sais pas, j'ai envie de dire Martial, j'ai envie de mettre monsieur. En africain, qu'est-ce qu'il faut dire? Docteur aussi, hein, ça c'est pas gênant. C'est vrai que j'aime pas trop les titres pompeux, mais qu'est-ce qui me sied, c'est qu'on m'appelle Martial Bissoc. Martial Bissoc. Ouais, donc c'est... Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'offre qui retient notre attention, c'est bien sûr cette Afrique et son cancer du côlon. Mais on ne saurait tout de même vous laisser repartir sans un tant soit peu revenir sur des essais que vous avez justement eu à publier par le passé. Et justement, à la suite même de l'Afrique et son cancer du côlon, il y a cette chronique pour l'émergence pour une Afrique rayonnante. Oui, j'avais déjà vu, c'est dommage qu'on ne rende pas la lecture publique. Je suis sur scène, on en reparlera peut-être, pour traduire moi-même mes propres œuvres. Parce que la pensée reste enfermée parfois dans les livres. Un peuple qui n'écrit pas est un peuple qui meurt. Parce que c'est avec l'histoire. Vous savez, la Bible que vous lisez aujourd'hui, c'est juste un témoignage des gens d'une époque qui étaient là à une époque. Mais ce n'était pas la vision du monde. C'était les témoignages d'Abraham et je ne sais pas qui ont vécu dans leur partie du monde. Si nous aussi, à l'époque déjà, on avait gardé nos écrits, où on avait écrit sur l'histoire du royaume Congo, des peuples du Cameroun, parce que le monde ne s'arrêtait pas. La Bible est circonscrite au Jourdain. Vous voyez un peu? Et ça me permet d'aborder la question de la spiritualité. Nous, on n'a pas su écrire notre histoire. C'est pour ça que jusqu'aujourd'hui, on veut encore vivre à travers l'histoire des autres. Vous pouvez monter dans ma voiture et me donner des ordres? Non, mais si je vais... C'est pas poli. Non, je vous dépose, je vous amène. C'est moi. Et jusqu'à présent, nous sommes dans la voiture des gens-là. Ces gens-là ont la voiture. Et nous, on n'a pas voulu fabriquer nos propres voitures. Les gens récitent à longueur de journée, « Oh, Jésus-Christ a fait... » C'est bien beau. Mais Jésus-Christ de qui? De Nazareth. Vous comprenez? Et on veut donc nos divins. Où sont les patrons de la spiritualité? Chaque peuple a ses guides de la spiritualité. Ne dites pas à un Chinois Jésus-Christ ou je ne sais pas quoi. On peut vous jeter de l'avion. Quand vous arrivez en Chine, Confucius, c'est leur génie. C'est le patron, c'est le grand Chinois. Et les pays sont en guerre parce que nous n'avons plus de grands hommes. Regardez, même les hommes politiques aujourd'hui, ils sont tribalistes, ils sont ethnofascistes, et ils créent des groupes armés à la fin, c'est la guerre. Un homme, un grand, doit être, pas politique, mais au-delà de la politique de manière supérieure, ça s'appelle la spiritualité. La politique divise, la spiritualité fédère et ça rassemble. Les Indiens, ils ont un grand Indien, à part leur divinité hindouiste, mais ils ont d'abord le Mahamat, qui est là, c'est lui qui a bâti l'Inde moderne. C'est lui qui a dit non aux Anglais. Il a résisté avec la non-violence. Violence ou pas, mais il y a toujours violence. Quand le corps se fait violence, c'est une violence. Mais il a amené le peuple vers la marche du sel. Regardez Nelson Mandela. Au Cameroun, donc, où est le grand Camerounais, par exemple? Peut-être c'est moi. Aux États-Unis, il y a eu les Martin Luther King. Pourquoi quand je dis c'est moi, tu me regardes? Ça peut pas être moi? Si. Non, il faut donc rien n'est impossible. Non, pourquoi? Non, je ne suis même pas dans l'impossibilité. Je vous dis que c'est moi. Je suis le prochain Martin Luther King africain et camerounais surtout. Parce que je peux, par mon discours, amener les gens
qui se détestent à s'embrasser. On ne peut pas bâtir un pays s'il y a le tribalisme. On ne peut pas bâtir un pays s'il y a la haine, s'il y a la corruption, s'il y a le vol. Et la politique aujourd'hui, c'est encourager le tribalisme. Puisque quand on vous nomme aujourd'hui ministre, vous allez au village. Donc chaque ministre a son village. On est ministre pour son clan. Quand vous allez aujourd'hui, même à Yaoundé, vous savez, il y a des ministères. Pour savoir qui est ministre dans un ministère, vous dites juste bonjour au vigile, il vous répond en patois et vous comprenez de quel village est le ministre. C'est ça qu'on appelle la guerre. C'est ça qu'on appelle la misère, le misérabilisme et le sous-développement. Pour que l'Afrique se développe, donc, il faut des gens qui nous tiennent un discours de paix, de fraternité, de concorde, mais aussi de bien-être. Parce que si les gens ne sont pas bien, vous savez, il y a eu les inondations à Yaoundé ces jours-ci. Tout le monde crie, oh, il y a une inondation. Mais les gens oublient que c'est parce qu'ils jettent eux-mêmes les beignets, les papiers des beignets dans les caniveaux. Ils jettent les pots de banane. Ils jettent tout. Le peuple est sale à l'intérieur et ça se traduit physiquement. Et pourquoi le peuple est sale? Parce que les dirigeants se sont enfermés dans leur salle pour vivre eux bien. Ils ont la clim, ils ont le caviar. Je suis entré chez un ministre l'autre jour. Il me disait, tu sais, Martial, on a fait tout ça, ce petit déjeuner est venu par Air France. J'ai dit, c'est bien beau. Et c'est authentique. Alors, quand vous mangez, on ne dit pas que les dirigeants ne doivent pas manger. Mais un bon père de famille, avant de manger le soir, qu'est-ce que papa faisait? Est-ce que les enfants ont mangé? Alors, vous êtes donc dans des pays où, aujourd'hui, la population meurt de faim, meurt de maladie, meurt d'ignorance, et vous êtes surpris qu'après, il y a un coup d'État. Les coups d'État arrivent parce que les gens sont mal et les dirigeants ne savent pas partir. Moi, j'ai bien aimé le président Obiangema. C'est pour ça que je condamne d'abord le coup d'État qui s'est passé. Oh, l'Afrique n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Mais ça ne suffit pas de le dire. La tentative de coup d'État. Oui, ça n'a pas sa place. Ouais. Quand vous avez un papa qui est en train de bâtir son pays comme ça, il devient le père de la nation. Et lui-même a dit qu'il ne va plus se représenter. Où est l'opportunité de faire couler le sang? Mais il faut que les Africains apprennent aussi à gérer la tempérance, à gérer ces questions stratégiques de stabilité. Je vous ai parlé des plaques qui se frottaient, mais sans se cogner. Oui. Parce que c'est ça aussi la vie. Il faut qu'on soit un peu humain. Et c'est pour ça que j'avais parlé de chronique pour l'émergence d'une Afrique rayonnante. Il faut qu'elle rayonne. Pour terminer là-dessus, pourquoi rayonner? Rayonner, ça vient du soleil, le rayon. Vous savez, le soleil irradie, le soleil brille, le soleil vous éclaire tous les jours. Est-ce que vous donnez quoi au soleil? Vous vous aidez à poser... Vous donnez quoi au soleil? Donc soyons donc celui qui rayonne, comme sur ce plateau. Afrique Média ne me donne rien. C'est moi qui suis venu irradier ce plateau. Il faut l'accepter. Et je vous le concède. Mais oui, si vous ne donnez pas, si vous n'irradiez pas l'autre, vous n'apportez pas la lumière à l'autre, il y a la guerre, il reste dans l'obscurité. Et celui, vous savez qu'une des règles du bonheur, c'est pour être heureux, il faut que l'autre soit heureux. Oui. Si vous êtes un voisin, vous avez un immeuble de 4 étages, une barrière de 8 mètres, et que votre voisin a le calabote, et que même à Noël, vous n'envoyez pas 1 kilo de viande là-bas, monsieur, je peux vous dire que vous êtes mal parti. D'accord. Alors, tout à l'heure, vous parliez, depuis le début de cette émission, c'est une sorte de dénonciation qui est faite. Mais est-ce que, compte tenu des mentalités, au regard, bien sûr, des mentalités africaines aujourd'hui, qui malheureusement ne veulent pas évoluer, veulent toujours rester statiques dans ce cancer-là, est-ce qu'il n'est pas trop tard? Non. Si on dit trop tard, c'est jouer le jeu de ceux qui veulent vous dire que l'Afrique va mal parce qu'ils veulent venir gagner des marchés. Vous voyez, ces jours-ci, moi je n'ai rien contre. Mais regardez, on nous a dit que nous sommes en enfer. Les Blancs vous disent que vous êtes en enfer. Et vous aussi, vous chantez, nous sommes en enfer. Mais non, ça s'appelle de la psychologie néfaste. On joue avec l'inconscient des Africains. Vous avez vu qu'il y a des magasins comme Carrefour, Super U, tout ça, qui ouvrent casino. L'Afrique est devenue un grand casino. Mais vous croyez que ces gens-là peuvent ouvrir des magasins en enfer? J'ai donc écrit dans mon livre « Ma vision pour le Cameroun », j'ai démontré que l'Afrique, c'est le paradis que nous-mêmes on transforme en enfer, et que l'Europe, c'est l'enfer qu'eux, ils se battent pour transformer en paradis. Regardez, maintenant, il fait moins 40 degrés, moins 30, moins 10. Qui peut vivre là-bas?
Ce n'est pas fait pour vivre, c'est ça l'enfer. Vous sortez, la bouche se fend, la peau se déchire, les pieds se coupent. Mais ils vont donc se battre pour créer des vêtements, pour créer ceci, pour aller voler le pétrole, pour venir se chauffer. Mais c'est à vous donc de défendre votre pétrole. Mais si les dirigeants eux-mêmes, africains, sont complices pour brader leur richesse, je trouve ça incroyable. Et je regarde souvent des jeunes Africains qui étaient bien ici, qui avaient un petit salaire, même s'ils n'étaient pas costauds, mais qui avaient la dignité d'être chez eux, qui préfèrent laisser leur métier pour aller être vigile à Paris. Bon, même si vous êtes médecin en Allemagne, vous n'apportez rien à l'Afrique. Donc je lance un message aussi à la diaspora, que je respecte, que je connais, pour avoir vécu et séjourné dans tous ces pays. Je leur dis, ne perdez pas votre temps à Genève. Ça ne sert à rien de dire qu'on est avocat au barreau de Paris à défendre des petits blancs qui ont volé des boîtes de sardines. C'est ici que la vie se passe. Venez éclairer l'avenir. Venez éclairer la jeunesse. Si vous êtes un grand médecin, c'est vrai que quand ces gens aussi arrivent, soyons humains de les accueillir. Moi, j'ai une amie qui est venue. Elle était la seule IRMiste de France, major. Elle est venue faire un stage à la Quintini. Au bout de 2 mois, elle a fui, elle est rentrée en Europe. Elle me dit qu'elle préfère rester là-bas parce qu'ici, il y avait la haine et la jalousie. Vous tuez vos propres fils. Donc, quand on a fini par trouver cette équation, vous allez constater qu'on va transformer l'enfer que nous voulons nous-mêmes en paradis que nous sommes. Bien dit. Alors, on rappelle que dans un moment, on va se dire au revoir, mais le temps pour nous quand même, parce qu'il faut le dire, à l'entame, je le disais, s'il fallait véritablement présenter la personnalité, je préfère dire la personnalité Martial de Bissok, ça nous aurait pris beaucoup d'heures. Alors, au pif comme ça, outre le fait que vous soyez journaliste, écrivain, politicien public, docteur, dorénavant, vous avez une autre casquette. Oui, non, oui, je suis sur scène. Amuseur public. Oui, si je suis politicien public, écrivain public, pourquoi amuseur public? Ça ne m'enlève rien, au contraire. Non, j'ai décidé de monter sur scène, expliquer. Vous voyez, il y a très peu de télé qui peuvent encore inviter les vrais hommes de valeur. Oui. C'est pour ça que je remercie Afrique Média. Mais ailleurs, ils vont avoir peur. Il n'y a même pas d'espace pour les livres. Il y a quelle télé au Cameroun a un espace pour la lecture, pour la littérature? Pourtant, on veut juger souvent le PDG de cette chaîne qui n'a pas beaucoup de grands diplômes. Non, mais il vous donne quand même un espace pour les intellectuels. C'est à nous, les intellectuels, de venir nourrir cette chaîne. Et donc, je dis merci. Alors, je suis sur scène pour expliquer ce que j'ai expliqué là pendant 1 heure. Donc, je serai... Dans un one-man froid. Oui, one man froid parce que je suis froid sur scène. C'est ça qui fait la différence entre un bouffon qui est là pour bouffer, et qui est tout bouffi d'ailleurs, et puis un homme, un intellectuel, un docteur qui monte sur scène. Ouais. Je ne suis pas un intellectuel qui monte sur scène. Non, je ne fais pas de l'humour intellectuel. C'est un intellectuel qui est juste sur scène pour traduire mes livres. Vous savez d'ailleurs que les peuples comme les nôtres sont ignorants aujourd'hui parce qu'il n'y a pas le théâtre. Gustave Flaubert, Madame de Bovary, Molière, tout ça. On jouait d'abord une pièce sur scène avant de l'écrire et on représentait la société. Aujourd'hui, on a tué le théâtre, on a tué la scène, on a tué l'intelligence. C'est pour ça que les gens marchent en route comme des fous et tout le monde s'insulte. Je monte sur scène donc, sur les planches de l'IFC, de Douala et de Yaoundé, le 9 mars, et puis le 31 à Yaoundé, et puis le 11 mai à Yaoundé, et le 12 ici à Douala, toujours à l'IFC. Et ça se passe tellement bien que les gens ont envie de m'écouter. Et ce n'est que mes œuvres que je traduis sur scène pour la majorité de ceux qui n'auront pas la chance d'être à Sciences Po ou d'aller à la FNAC en France acheter mes livres. D'accord, on comprend que c'est un gros coup de pouce que vous donnez là à tous ces Africains parce que justement, les colons, moi je les appelle ainsi, ont toujours pensé que s'il faut cacher la vérité au noir, il faudrait tout simplement mettre cette dernière dans un livre. Et ici, dans le cadre de littérature africaine, nous nous insurgeons contre cela. C'est un grand nom. Et même si cela s'avérait, alors Martial vous donne justement rendez-vous lors de ces différents One Man Froid. On a fini? Pas encore. Ah, je disais justement, sans te couper, que justement aussi, il faut que les Africains soient aussi un peu humbles. Ceux qui savent lire et écrire, là, quand ils se mettent à écrire, ce n'est que le dictionnaire que tu prends. Et ça décourage les gens. La littérature, vous savez, Molière écrit comme parlent les gens, les grands écrivains au monde.
écrivait comme parlent les gens. Vous avez vu les Biman, vous avez lu Mongo Betty, Tanganor, Ville Cruelle. Ouais. C'est une œuvre que je récite encore aujourd'hui, pourtant je l'ai lu en 5e. C'est facile aujourd'hui d'écrire, mais il faut que les gens comprennent, nous comprennent. C'est comme les intellectuels qui viennent sur les plateaux télé avec la gromologie du dimanche, mais ils sont en train d'embêter les gens au quartier. Les gens en ont marre. Il faut parler comme couramment. Comme aimeraient vous entendre parler les gens. Et les gens, c'est le peuple. Et quand ce peuple se réapproprie votre savoir, on sait vraiment que vous êtes un des leurs. C'est pour ça que sur scène, je fais comme mon professeur disait, je vous décortique la philosophie en comprimé. C'est ça mon but aujourd'hui. D'accord, c'est noté, c'est pas rentré dans les oreilles de sourds. Et donc, pour aller vers la fin de cette édition, nous allons prendre cette citation qui nous vient de Ahmed Sékou Touré. Les colonialistes ont l'habitude de dire que eux, ils nous ont fait rentrer dans l'histoire. Nous démontrerons aujourd'hui que non. Ils nous ont fait sortir de l'histoire, de notre propre histoire, pour les suivre dans leur train à la dernière place, dans le train de leur histoire. Ahmed Sékou Touré. Oui, mais je peux dire bravo, vous voyez qu'on n'invente rien. L'Afrique a eu des grands hommes. Les Noirs ont beaucoup œuvré. Mais le problème, c'est que le destin des Noirs qui osent est souvent tragique. Je peux sortir là, on m'arrête. Je peux sortir là, je deviens fou. Je peux sortir parce qu'on est frustré. Il faudrait qu'on apprenne à protéger les icônes africaines qui se battent encore dans le champ. Je n'ai pas le droit de mendier. Vous avez vu, il faut se battre pour rester propre et digne. Les gens qu'on dit savants en Afrique, ils finissent toujours comme Bouamasok, quoi. C'est-à-dire, vous pouvez passer de Martial Bissok en Bouamasok en 5 minutes. J'ai peur de ça. J'ai envie d'être équilibré, d'être bien, d'être riche, d'être fort. Parce que quand on est riche, on est fort. Et quand on est intellectuel, on n'a pas le droit d'être misérablement traité. Et la société, parfois, traite très violemment ceux qui sont des icônes. Et ça, je dis non. C'est sur ce que nous mettons un terme à cette édition de littérature africaine. Nous vous remercions d'avoir effectué le déplacement pour le plateau de littérature africaine sur Afrique Média. Quant à vous, téléspectateurs, notre adresse email, elle est là, à littérateureafricaine@yahoo.com. Nous attendons donc toutes vos suggestions et l'Afrique se construira bien évidemment avec vous. À jeudi prochain.